Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Vauthier, qui est le directeur de la maison éponyme. Après avoir été head designer en charge de la couture chez Jean-Paul Gaultier, Alexandre va nous partager sur son expérience, sa vision de la créativité et du futur de son industrie. Alors, bonne écoute et bon podcast. Bonjour tout le monde. Je suis Godfrey Dini et je suis aujourd'hui avec un des grands jeunes couturiers de la place parisienne, Alexandre Vauthier. Bonjour Godfrey, comment vas-tu? Très bien, en forme? Très, toujours. Alexandre, on commence au début. Oui. Tu n'es pas parisien, tu es né à Agen. Exactement. Oui, absolument. Je suis né à Agen, une toute petite ville de province entre Bordeaux et Toulouse, en plein milieu du sud-ouest, au cœur du sud-ouest, avec de la famille qui est vraiment étendue sur tout le grand sud-ouest, c'est-à-dire donc toute la côte atlantique jusqu'à Bordeaux, de Biarritz à Bordeaux, et puis nous on était plus dans les terres. Mon père était strasbourgeois, ma mère est toulousaine, se sont installés là. Moi je suis parti à Bordeaux, ma famille a bougé un peu à Bordeaux. J'ai fait une partie de mes études là-bas et ensuite je suis monté à Paris. Monté à Paris à l'âge de 21 ans. 21 ans, ouais, très envie de travailler avec des études de droit imposées par mon père, mais qui avaient été une catastrophe. Enfin, vous êtes avocat de formation. Il souhaitait, oui. Ma sœur avait subi un échec en Sciences Po et droit, mais il a fallu que le fils le fasse aussi. Donc, du coup, j'ai fait 2 ans de droit, mais malgré tout, j'ai toujours gardé à l'esprit cet intérêt pour les histoires des idées politiques et les choses comme ça. Et puis, mon père étant un peu dans la finance, donc du coup, un aspect économique. Je parle de ça parce que ça a son importance après. Et puis, devant un échec cuisant durant mes études, où j'étais plutôt un pilier de bar de boîte de nuit à l'époque, plutôt que un étudiant averti, mon père a décidé de me donner mon ultime chance et un libre choix dans ma carrière, et je lui ai expliqué ce que je voulais. Alors, venant d'un milieu quand même qui était assez axé sur le rugby et la finance, effectivement, faire un métier artistique, c'était un tout petit peu compliqué, mais mon père est d'une grande intelligence, en tout cas pour les choix décisifs de ses enfants dans la vie, et il m'a laissé libre choix, et avec une condition de me débrouiller tout seul et d'y arriver. Donc c'était quand même quelque chose à faire, mais je me suis senti donc responsable de ça très très vite. J'ai pas fini mon cursus de design directement, j'étais extrêmement excité à l'idée de travailler déjà dans 2-3 maisons. Quand tu es venu à Paris, tu as étudié à ESMOD, c'est ça? Oui, j'étais à ESMOD. Pas très loin d'ici. Non, absolument, on était sur les grands boulevards. Ouais. Et ma dernière année, je l'ai pas faite en cours, je l'ai faite quasiment en candidat libre parce que j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Mugler après 3 mois d'insistance acharnée pour avoir mon premier stage, parce que c'était une maison dans laquelle je voulais absolument être. Et j'ai eu la chance de travailler avec Thierry directement sous sa tutelle. Donc les années 90. C'était tout début 90. C'était le grand moment de Mugler. Ouais, c'était absolument. Voilà, mon premier grand travail de préparation avec lui à ses côtés et en apprentissage, ça a été son défilé anniversaire. C'était ses 20 ans au Cirque d'Hiver. C'était donc, je me souviens exactement, 143 passages. C'était avec énormément de célébrités, etc. Beaucoup de travail et avec un exercice, un très bon training pour le travail. C'était l'époque où Wham a fait des vidéos avec... Juste avant, effectivement, il y avait eu ce Too Funky avec George Michael, etc. Et puis toutes ces célébrités qui tournaient autour de l'univers Mugler, parce qu'il avait une mode qui était super américaine et très scénique. Mais j'ai énormément appris avec lui. C'est un peu mon parrain dans ce milieu. Et quelles sont les leçons que vous avez apprises? Soit design, soit les deux. Création de la marque. Ce qui était génial, c'était que en fait, tout était très très bien organisé dans cette maison. Et le 7e étage de cette maison de la rue aux Ours lui était destiné. Et on n'était qu'uniquement 3 collaborateurs à travailler avec lui sur la totalité des collections. Après, des studios dédiés aux autres étages travaillaient sur les lignes, mais nous on était ces 3 bras droits. Et j'ai eu cette chance donc très très vite qui me prenne sous son aile, et j'ai tout appris en fait chez lui. J'ai appris à la fois la technicité, j'ai rencontré tous les métiers d'art avec lesquels je travaille aujourd'hui, j'ai appris surtout l'endurance, la concentration, toutes les qualités entre guillemets, en tout cas tous les points nécessaires qu'il faut très vite acquérir pour pouvoir justement essayer de faire quelque chose dans ce circuit-là. Ça m'a beaucoup aidé par la suite parce que je suis resté... Oui, vous avez finalement eu un job. Oui, j'ai commencé comme stagiaire. J'ai fait un stage d'1 an, il me semble, quelque chose comme ça. Et à la suite de ce stage, il voulait m'embaucher. J'avais un petit problème civil puisque je devais faire mon service militaire et Mugler m'a dit, si tu arrives à te faire réformer,
je t'engage en septembre. Moi, je rentrais à Vincennes aux escadrons pour faire mon service militaire. C'était à l'époque où le service militaire était obligatoire encore. Oui, toujours. Et toujours. Et j'ai réussi en un mois à me faire réformer. Et Mugler m'a embauché, comme il a dit, en septembre. Et là, j'ai commencé véritablement à être salarié chez lui pendant 91 années de stage, 92 années d'emploi chez lui. Tu es resté là 3 ans, non? Oui. 4 ans. 4 ans et demi, en fait, jusqu'à ce que Michel Douard, qui était le directeur général de la maison, parte à la retraite en 98. Moi, je suis parti 6 mois avant le départ de Michel Douard. C'était aussi le moment où Clarence avait acheté une partie de la maison. Thierry était de plus en plus à New York, donc avec le studio à Paris, c'était assez compliqué en termes d'horaire pour travailler. Et puis, je crois qu'on commençait tous à sentir que Thierry avait d'autres envies dans la vie et préparait sur d'autres choses. Et la vie a fait que j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa ligne de couture qui débutait à peine. Et voilà, et les choses se sont faites comme ça. Et j'ai rencontré Jean-Paul et je suis resté avec lui pendant 9 ans à la tête de la couture. À l'époque, c'était eux. Alors, on a commencé à Bastille. Les locaux étaient à Bastille. Oui, là, oui. Rue du Faubourg Saint-Antoine, exactement. Ouais. Et ensuite, nous avons déménagé juste à côté, là. Et ici encore une fois. Voilà, exactement. Le fameux bâtiment. Voilà, ce fameux bâtiment qui était le siège du Parti socialiste à un moment, qui a été une salle de gym, qui a été, etc. Donc, c'était un magnifique endroit de travailler. Magnifique endroit. Et là, Bon, c'est 2 créateurs, mais quand même très différents dans le style. Très différents dans le style. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par 3 personnes. J'étais fasciné par Mugler, par Jean-Paul et Gaultier et par Karl Lagerfeld chez Chanel. C'était les 3 personnes. Ouais. Karl restera toujours quelqu'un que je porterai dans mon cœur puisque j'aurais jamais travaillé pour lui, mais j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et c'était les personnes avec qui je voulais travailler de toutes les façons. Donc c'était des univers complètement différents. Jean-Paul est beaucoup plus parisien, c'est plus humoristique, sa mode est presque plus, je veux pas dire gaguesque, parce que ça peut être péjoratif, mais sa mode est pleine d'humour. Donc c'était une approche différente. Mais ce que j'avais appris chez Mugler m'a permis de tenir la barre haute sur la couture et de transformer l'image de Jean-Paul véritablement en maison de luxe. Il avait une crédibilité inouïe sur la couture avec une réelle clientèle. Et c'était vraiment génial. Donc, ce que j'ai appris chez Mugler m'a énormément aidé. Cette ténacité, cet œil que je me suis forgé auprès de Thierry m'a beaucoup aidé par la suite chez Jean-Paul, oui. Une chose qui a un peu marqué les 2 designers est que tous les 2 ont eu un très grand succès dans le parfum. Absolument. Oui, Angel avec... oui, absolument. Et encore plus fort... que le classique de Jean-Paul, oui, bien sûr, avec le mâle. Impressionnant. Très impressionnant. Mais, par contre, leur mode, même très respecté avec beaucoup en France, était moins un grand succès commercial. C'était moins... C'était un autre modèle économique. Je pense qu'il faut resituer ça dans un contexte différent. On n'est plus du tout dans... Quand ces maisons ont débuté, que Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, c'était des créateurs indépendants. C'était dans les années milieu 70, je crois, fin 80. Et ces gens-là ont toujours été autonomes tout de suite. C'était l'époque des licences qui explosaient au Japon, etc. Il était possible de faire beaucoup d'argent avec des marchés parallèles comme ça, qui avaient très peu d'impact en termes d'image sur le marché essentiel, mais qui permettaient, en tout cas, de développer une collection. Ils ont eu, certes, probablement un plus grand succès médiatique avec le parfum, parce que les enjeux, les stratégies de communication sont complètement différentes pour un parfum à l'international et pour une marque de mode indépendante. Mugler était une maison qui avait extrêmement bien réussi. Je rappelle juste qu'il avait sa propre usine de fabrication avec 400 personnes, avec un siège social de pas loin de 350 personnes aussi. C'était une grosse compagnie, Thierry Mugler. Et le parfum a excessivement bien marché. Ce sont des produits d'appel pour une marque de luxe. Donc ça touche effectivement beaucoup de personnes dans le monde. Les prix de
lancement pour un parfum sont complètement différents que le prix de lancement d'une collection, ça n'a rien à voir. Et les bénéfices sont complètement différents aussi. Regardez les maisons de luxe aujourd'hui qui font des vêtements et qui ont commencé par des vêtements. Si vous regardez bien la répartition de leur pourcentage de vente et de réussite dans le business, c'est essentiellement des chaussures et des sacs, et pas spécialement des vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore plus des parfums si elles ont un parfum. Je crois que c'est une extension de l'ADN de la maison qui permet de faire beaucoup d'argent et qui donc, parallèlement, permet aussi de faire beaucoup d'images. Parce que les enjeux, les investissements sont beaucoup plus forts pour être plus présents dans l'esprit des gens. Oui. Alors, après Gaultier, quel était le parcours? Après Gaultier, moi je devais bosser avec monsieur Tom Ford. Bosser avec Tom? Oui, 2 fois. Chez... On s'est rencontrés 2 fois. Une fois il voulait que je m'occupe de la ligne Evening chez Gucci quand il était chez Gucci, puis après c'était quand il était chez Saint Laurent. Mais bon voilà, chez Saint Laurent ça s'est un peu terminé en queue de poisson, mais j'étais toujours chez Jean-Paul à l'époque. Et du coup Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait chez Saint Laurent? Ou ce qu'il a fait en général, ou ce qu'il fait en général. Il y a plusieurs chapitres dans le parcours. Non, mais Tom Ford est quelqu'un d'exceptionnel. Je veux dire, c'est le directeur artistique des années fin 90-2000. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait chez Gucci. La façon dont ils ont recréé une image et des produits. C'était excessivement bien fait. Je pense qu'il a un sens esthétique super aigu, une culture dingue, un œil précis. Je pense que c'est vraiment un esthète. C'est un touche-à-tout. C'est une espèce de Karl Lagerfeld à l'américaine. Il est aussi bien cinéaste, enfin réalisateur, il peut aussi bien faire de l'architecture intérieure, il s'occupe de tout. C'est un nez extraordinaire. C'est quelqu'un qui a des univers globaux dans son esprit. C'est à ce titre-là qu'il est extrêmement intéressant. Ce qu'il a fait pour Saint Laurent, je crois qu'on lui a pas donné assez de chance chez Saint Laurent de s'exprimer. Oui, je pense qu'il y avait plutôt des problèmes politiques plutôt que des problèmes de création. Ouais. Mais vous avez resté combien de temps là chez Jean-Paul, je suis resté 9 ans et alors du coup, je me voyais pas. J'ai eu aussi la vie fait que vous changez d'esprit et je me voyais plus. J'avais passé des entretiens à Milan, etc. Je voulais changer quelque chose dans ma vie, mais je savais pas quoi. C'était lié aussi à une situation personnelle. Et je me voyais plus dans un studio. Tout d'un coup, j'avais quel âge 36 ans à l'époque. Je me voyais plus au sein d'un studio. Avec cette hiérarchie, c'est assez compliqué de travailler dans une maison, etc. Moi, je suis parti de mes parents très tôt. J'ai toujours eu ce besoin de liberté et d'indépendance. Aussi d'avoir totale. un autre designer boss, c'est un certain point fatigant, non? C'est un excellent apprentissage, mais au bout d'un moment, ça peut être pesant. C'est comme les relations amoureuses, hein, donc du coup, mais c'est quand même assez unilatéral. Donc du coup, je me voyais plus comme ça. Moi, j'étais prêt à partir à l'étranger. J'avais ma meilleure amie qui était installée aux États-Unis et tout ça, etc. J'avais envie de faire du business avec elle, mais radicalement de quitter le milieu. J'étais prêt à changer de métier ou d'axe professionnel. Et j'ai recroisé Monsieur Mugler un soir dans un restaurant. C'était chez Damimo, c'est boulevard Magenta, la pizzeria, la fameuse. Et Damimo. Ouais, je rentrais d'Italie parce que de voyage professionnel et je m'étais arrêté là pour dîner avec un copain. Je suis tombé sur lui. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai expliqué. J'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, je sais pas quoi, etc. Et il me dit mais tu veux pas essayer de faire quelque chose tout seul? Je dis, je sais pas, est-ce que j'en ai les capacités, etc., etc. Et puis il me dit, écoute, envoie-moi tes crobards, envoie-moi tes trucs, etc. Remets-moi en tête tout ce qu'on a fait, et où tu en es surtout aujourd'hui, 10 ans après. Et je lui ai envoyé ça, et une semaine après, il m'a rappelé. Il m'a dit, écoute Alexandre, tu fais ce que tu veux, mais je pense que t'es mûr pour faire ça. Et si t'as un peu d'argent, essaye au moins de faire une collection, et après tu quittes ce milieu-là. Et je l'ai écouté parce qu'il a toujours été de bons conseils pour moi. Pardon, tu as monté les croquis et design à Louis pour une idée d'un classe. Ouais, parce que j'aurais pu... il voulait voir ce que je faisais 9 ans après l'avoir quitté. Et du coup, il m'a donné cette envie et puis je me suis dit, écoute, j'avais économisé de l'argent pour acheter un appartement. Je me dis, écoute, l'argent, c'est important, mais c'est pas un sujet primordial pour moi. Donc j'ai investi cette somme-là dans ma société et 11 ans après, je suis là. Voilà, encore, j'ai fait mon premier défilé, donc ça a été plutôt un challenge de savoir si j'étais capable de monter ça tout seul, s'il allait avoir une résonance commerciale et qui allait être intéressé à ce produit. Voilà, donc du coup, ça a démarré très vite, ça a été
c'est un parcours que d'être indépendant, etc. Et c'est marrant parce que ces maisons ont été des maisons indépendantes et on est quand même aujourd'hui dans des profils de développement économique pour ce type de maison qui sont appuyés par des groupes énormes financiers pour qu'elles puissent tenir. Et c'est là où je dis qu'on est le fils professionnel de ses parents. C'est-à-dire que j'ai cet exemple d'indépendance, j'ai cet exemple de développement, j'ai ces méthodes de travail qui m'ont été inculquées par ces deux personnes, par ces deux monstres, entre guillemets, et génie créatif. Je suis formé comme ça. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que ça m'amuse presque que de tenir cette maison tout seul. Ouais. OK. Alors, vous l'avez lancé quand même avec couture. J'ai commencé par la couture, en fait. C'était un peu, pas bizarre, mais pas typique comme choix, parce que vous venez d'un parcours de créateur. Ouais. Which is très ready to wear. Hein? Absolument. Modernisé, mais tout à coup, vous commencez avec l'ancien pour mon métier historique. Pourquoi? Alors, c'était des créateurs, en fait, c'est simple, parce que quand je suis arrivé chez Mugler, il lançait sa couture. Et après, qu'est-ce que j'ai fait chez Gauthier? J'ai développé sa couture. Donc, du coup, c'était à l'époque où ces créateurs avaient déjà une assise prêt-à-porter et business solide et qui développaient un autre axe en termes d'image pour leur maison. Donc c'est toute une autre cour de fabricants. C'est plus artisanal, etc. Mais il ne faut pas oublier que les designers, quand ils sont arrivés dans les années 70, 75, ces créateurs, c'était en fait des gens qui ont été en rupture avec un prêt-à-porter qui était devenu monotone. Ils ont rajouté dans une structure de prêt-à-porter quelques pièces laboratoires qui ont fait que l'image était plus impactante et c'est pour ça qu'on les appelait des créateurs, finalement. Donc du coup, il y a déjà cette approche très laborantine et très expérimentale, j'ai envie de dire, du vêtement. Et moi, ça a été naturel. J'ai fait un choix quasi instinctif de me lancer tout seul et je me suis dit il fallait que ce soit simple et évident pour moi. Il fallait pas que ce soit torturant. Donc du coup, qu'est-ce qui était le plus simple pour moi? C'est de travailler avec les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler et de faire une collection qui était le plus honnête par rapport à ce que j'avais envie d'exprimer. Et donc je me suis retrouvé entouré de tous ces métiers d'art, bien évidemment, qui m'ont aidé dès le départ, le sage, etc., tatati, tatata, et le marié, et Gossens, enfin les gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était aussi d'avoir une visibilité. Il y avait beaucoup de monde sur le prêt-à-porter, il y en avait un peu moins sur la couture. Donc du coup, ça tombait bien. On avait un peu plus de visibilité ou quelque chose comme ça. Et puis c'était aussi l'occasion de tester quelque chose de nouveau, étant donné que tout était appuyé par 6 collections par an, avec octobre et mars en termes de défilé, janvier et juillet en termes de couture, plus maintenant les précollections que l'on montre à mi-saison. C'était l'idée d'être au milieu d'un calendrier qui allait me servir par la suite quand j'allais développer mon prêt-à-porter, mes précollections. Parce qu'en fait, la couture, que l'on présente en janvier et juillet, sont 2 thèmes essentiels dans l'année, sur laquelle viennent s'agripper, une précollection très intense en termes de vente, qui est déjà un peu teintée de l'ADN de la couture, et avec la main qui suit un mois après la couture, ou un mois et demi après la couture, qui est carrément la déclinaison de la couture. Et la couture a tout son rôle, c'est-à-dire qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle est faite avec tout son artisanat. En termes d'image, c'est génial parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça parle donc à une clientèle couture, et en plus de ça, elle a ce rôle de laboratoire, c'est-à-dire que toutes les techniques que je développe sur la couture me permet d'améliorer la qualité de mon prêt-à-porter en essayant d'industrialiser quelques techniques que j'ai développées sur la couture. Raconte-moi le premier défilé, c'était exactement quand? C'était pour l'hiver, non? C'était en janvier 2009. Ouais. Pour l'été? Non, juin ou juillet. Je ne sais même plus si c'était juillet ou janvier. C'était en 2009. Non, c'est janvier 2009. J'ai ouvert la société... Pour printemps-été. Ouais, voilà, exactement. C'était un été. Où? C'était à la Maison des Métallos dans le 10e. Je me rappelle, c'était quelque chose qui était extrêmement épaulé. On avait fait développer les épaulettes qu'on voulait, n'existaient pas dans le commerce. Et moi, comme je suis d'Agen, et à côté, vous avez quand même la base aérienne Airbus. J'ai réussi à faire tailler chez Airbus, au laser, en 3D, l'épaulette que je voulais vraiment parce que j'avais une connexion. Ouais, donc c'était le truc rigolo de la collection, c'était les épaulettes Airbus. Et du coup, non, enfin, ce qui m'a vraiment aidé, c'est une rencontre que j'ai faite sur le premier défilé, qui était une chanteuse que j'adorais à l'époque, qui était déjà une égérie, enfin une muse pour Margiela, tout ça, etc., qui était Roisin Murphy, une chanteuse électro. Roisin, oui. Ouais, absolument, qui est basée à Londres. Et je lui ai envoyé 3 croquis.
Et comme elle est assez expérimentale, elle est fascinée par le process créatif plutôt que la gloire, elle est venue défiler pour mon premier show. Et voilà, et donc ça a démarré après très très vite en Angleterre avec le Harper's Bazaar anglais, avec tout ça, etc. Et puis les choses se sont faites. C'était à l'époque aussi où Londres était une fourmilière de création, où beaucoup de gens de la chanson et beaucoup de producteurs étaient là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le producteur de Rihanna, etc. Et que les choses ont démarré dès la deuxième collection. Tout de suite, la première collection. Ah oui, non, Rihanna, j'ai carrément, dès ma deuxième collection, donc juillet, j'ai travaillé sur, à l'époque, son album, c'était Rated R. J'ai écrit la préface du bouquin, j'ai fait l'intro du concert, je l'ai habillé pour plein de vidéos, Russian Roulette, enfin, je me souviens plus, il y avait plein de trucs. Et ça a commencé avec elle véritablement. On a beaucoup de red carpet, etc. Donc, du coup, les choses se sont faites comme ça. Après, vous avez déclenché travailler avec Madonna, Beyoncé, avec beaucoup de grosses stars. Oui, absolument. Mais après, les choses se sont faites très très vite. Dès la troisième collection, elles étaient toutes là. Et Beyoncé, Gaga et Madonna, etc. etc. Parce que je trouvais que ce type de rockstar, femme, trouve quelque chose chez vous qui a certaine idée de French glamour. Qui existe plus dans les autres maisons. C'est vrai. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je suis un enfant des années 80 déjà à la base, donc j'ai été élevé à ces images-là. C'était des périodes qui étaient très très fortes en images, très colorées, très scintillantes et très glamour aussi. J'ai traversé plein de courants musicaux aussi. J'ai connu le disco quand j'étais petit. Après, il y avait la house et des choses comme ça. Il y avait plus le R&B et tout ça et tout ça. Donc, du coup, c'est très très riche en 30 ans en termes d'évolution musicale. Il y a eu plein de courants à ce moment-là. Et en images, c'était pareil. Je trouve qu'on stagne un peu depuis 15 ans. Mais ça, c'est au niveau de musique. Musique, images, etc. J'ai l'impression qu'il y a moins de création. Il y a plus de... C'est plus un encéphalogramme plat. C'est plus... il y a du business, mais il y a plus de folie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus ça. Et je crois que moi, j'ai été élevé comme ça. Je crois que c'est aussi mon œil. Je crois que c'est aussi ma culture. Je reviens à Karl Lagerfeld, à Chanel, etc. Moi, j'ai toujours été... je suis très français. Donc, moi, j'ai toujours été fasciné par les gens comme Jacques Elleu, qui longtemps ont fait l'image chez Chanel, etc. Donc, je suis un peu ce point d'équilibre entre un héritage français très chic et une culture aussi scénique très pop, qui est liée aux années 80, et aussi ce que je suis réellement, moi, personnellement, l'œil que j'ai sur la société que j'analyse en permanence et que je traverse pour essayer d'avoir une mode qui soit adaptée, bien évidemment, à une époque bien précise. Donc, du coup, je crois qu'il y a tout ça. C'est ce bon point d'équilibre entre tous ces éléments-là. Même au début, vous avez eu aussi un succès commercial. Je me souviens bien, vous m'avez dit que c'était bon marché que tu t'es fait en commande. Même que tes coutures, ils ont commandé les choses. Non, mais c'était incroyable. Effectivement, vous avez raison. Mais pièce couture ou Non, en fait, ça a été la styliste de l'époque, de l'acheteuse de l'époque du Bon Marché. Alors, il faut savoir que le Bon Marché, c'est un magasin qui est encore plus dur à avoir que Neiman, Saks, Bergdorf. Ils sont vraiment extrêmement difficiles à voir. C'est au bout de plusieurs années que vous l'avez. Vous pouvez Bon Marché. Ouais, le Bon Marché à Paris. Ils sont très, 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 très sélectifs. C'est les premiers à m'avoir appelé. C'est-à-dire que cette acheteuse est tombée dingue amoureuse de cette collection. Je lui ai dit que c'était de la couture, que c'était pas à vendre. Et elle m'a dit, mais si, je suis sûr qu'on peut décliner une petite robe de tout ça. On n'en prend pas beaucoup, on en prend une trentaine ou une quarantaine. Mais une robe de soir. C'était une robe. Longue Non, ce que l'on a fait, on était parti sur la silhouette et elle avait adoré les shoulder pads. Ouais. Et la taille étranglée par cette grosse ceinture de métal or à l'époque. Et donc, ce que l'on a fait, on a fait des petites robes en jersey épaulées qui étaient étranglées par une ceinture en or. Et on en a fait 30 et on a produit nos 30 premières robes comme ça. C'est comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier au Bon Marché. Ouais. Et après, on a développé et les choses sont arrivées presque naturellement. Donc, après, vous savez, c'est le bouche à oreille, c'est l'image, etc. Et les choses se font comme ça. Très bien. Une chose que j'ai admirée dans votre parcours est que vous avez insisté. Vous avez éventuellement créé une maison de couture vraie et qui maintenant
un très joli emplacement. Oui, bien sûr. Ouais. Quand vous l'avez fait ça? Je crois que c'est le hasard de la vie. En face de musée Galliera, des 5 plus importants musées de la mode au monde. Je crois que dans la vie, moins on est stratégique, mieux les choses se passent. On peut pas penser à tout le temps, c'est pas possible. Faut aussi laisser faire la vie. Non, en fait, la maison elle a grossi toute seule. Ouais. On s'est retrouvés à un moment où, alors on a commencé, on était 2, et puis 3, et puis 8, et puis 5. Donc du coup, on a commencé à louer un appartement, et puis après on a loué en face, et après un 3e lieu, et puis un 4e, et puis au bout de... C'était eux au début? On était à l'angle des rues Magellan et Christophe Colomb, derrière l'avenue Georges V. Okay. On était juste là. Vous allez me dire pourquoi alors que vous habitez dans le Marais? Parce que c'était plus facile en termes de... pour la clientèle des palaces, etc., d'être dans le 8e. Et le Marais étant moins accessible. Donc du coup voilà, et puis ça devenait véritablement, et puis d'un coup on s'est retrouvé à 35, éclaté partout, etc., et ça devenait peu fonctionnel. Donc j'ai cherché pendant 2 ans un lieu, j'ai visité plein de lieux, et j'ai eu le coup de foudre pour cet endroit-là, et c'est complètement par hasard que je l'ai trouvé. Et Galliera, là où j'ai fait mon 2e défilé, était en rénovation, et j'ignorais que ça allait devenir le musée de la mode. Et quand je me suis installé, le musée a réouvert aussi, et il est devenu le musée national de la mode. Donc c'est génial. Donc on est dans un endroit que j'ai retransformé avec les codes que je souhaitais pour la maison. On a une vue géniale puisqu'on donne sur des arbres. C'est génial pour la quiétude et la création. Et oui, on est bien. Ça fait pas tout à fait 1 an qu'on est là. Et on a déjà sorti, on est sur la 5e collection. Ça se passe plutôt bien. On est très contents. Actuellement, alors, vous avez créé un vrai business. Vous avez dit vous êtes dans 200 points de vente maintenant. Oui, un peu plus de 200 points de vente. Oui. On n'a pas de boutique en propre, mais on vend dans 200 points de vente. Ouais, à peu près 200-220. Vous regrettez de ne pas avoir une boutique en propre? Non, pas du tout. Peut-être c'était compliqué. Mais... Non, ça a été un choix. Je suis gestionnaire de ma maison, donc ça a été. J'ai priorisé d'autres investissements. Je pense que ce qui est important de faire avant tout, c'est d'avoir une excellente rotation dans la production, la livraison et la qualité des vêtements, et que vos équipes travaillent bien et se sentent bien dans le travail. Donc, je prends soin de tous mes employés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'on puisse être le plus performant dans les collections et les livraisons des collections, notamment pour les boutiques. À un moment, j'avais réfléchi à ouvrir une boutique. Je me posais la question où, parce qu'il fallait que ce soit rentable tout de suite. Ouais. Et en fait, une maison comme la mienne, dans ces années-là, n'a pas droit à l'erreur, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas gaspiller d'argent. Donc les choix financiers que je fais doivent être très précis. Et heureusement que j'ai pas ouvert de boutique, parce que je pense qu'on aurait été avec quelques difficultés en ayant une somme aussi importante comme ça, etc., avec une boutique fermée. Ça appartient à vous? Vous avez d'investisseurs extérieurs? J'ai 2 associés dans cette histoire. J'ai une amie à moi d'enfance qui a un petit peu de part, et je suis aussi avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Nathalie Françon-Pavlovski, qui est aussi associée dans ma maison. Ah, okay. Voilà, mais je suis majoritaire, gestionnaire et tout ça. C'est les gens qui m'accompagnent dans le développement. J'ai toujours besoin d'un œil extérieur. Vous savez, quand vous travaillez H24 sans arrêt, quand vous devez prendre un peu d'oxygène pour prendre de bonnes décisions sur des stratégies de développement, vous avez toujours besoin d'un regard plus frais à l'extérieur, et ces gens-là m'aident beaucoup. Vous avez un peu... dernièrement, vous avez fait une chose très importante, intéressante avec Giuseppe Zanotti, peut-être un des 5 plus grands shoe designers du monde. Explique ça un petit peu. La vie aussi. Ça a été une question de rencontre, parce que j'ai lancé mes chaussures, ma licence chaussures il y a 4 ans maintenant. Pas spécialement content des délais de livraison, etc., de mon licencié, etc. Bon, mais pas avec d'arrière-pensée. Et j'ai rencontré Giuseppe Zanotti. Giuseppe Zanotti qui, lui, n'avait pas envie de faire de licence. Ouais. Et je lui ai expliqué que de toute façon, alors, on avait, et pour l'un et pour l'autre, beaucoup de fascination pour... la réussite dans le business, l'approche sur la qualité, etc. Et puis probablement, c'est ce qui nous a aidé à
à faire quelque chose ensemble, une espèce de rapidité, le même vocabulaire et tout ça et tout ça. Donc du coup, il voulait pas spécialement. Et puis finalement, il a dit OK, je fais une licence avec toi. Il en a aucune. Et on a commencé comme ça. Donc du coup, j'ai rompu avec mes anciens licenciés. Et là, ça fait. On a déjà fait un pré-hiver et un hiver ensemble. Ben, c'est génial. C'est-à-dire qu'en plus, on a signé dans une période où, vous voyez, voyager est devenu très compliqué. Écoutez, heureusement qu'on s'est bien sentis tous les deux, parce qu'on a fait tout ça par Zoom et les sessions de travail sont courtes, précises, et on va toujours dans la même direction et on se comprend excessivement bien. Et ça nous fait gagner du temps sur la création. Et je suis très très content du résultat de la première collection qu'on a sortie ensemble. En fait, des 3 premières, puisqu'on a déjà fait un pré-hiver, une couture et une main. On a pas mal de jeunes qui écoutent notre podcast. Des plus, je pense qu'ils veulent les idées. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la carrière? Pour vous, quelles sont les 3 choses que vous... les avis que vous pouvez donner à un jeune qui veut faire une carrière dans la mode? Je ne peux parler que de mon parcours et de ce que j'ai ressenti, etc., et de ce que j'ai appris auprès de mes mentors. Mais je pense que la chose numéro 1, c'est la discipline. Je crois que c'est très, très, très important d'être excessivement carré dans ce que l'on fait. Carré, ça ne veut pas dire pas artiste. Hein. C'est pas parce que artiste ne veut pas dire brouillon. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est des préjugés. Je pense qu'on est obligé d'être persévérant, jusque-boutiste, véritablement, et de n'avoir peur de rien. Je crois que c'est des métiers où il y a 10 000 problèmes par jour. C'est d'une complexité rare. Mais il y a des solutions à tout. Donc, je pense qu'il faut... et avoir du recul, dissocier véritablement ce que représente la mode avec son côté médiatique, glamourisant, célébrité, red carpet et tout ça, etc., qui est que la pointe de l'iceberg, et penser à la somme de travail, ne jamais la sous-évaluer, qu'il y a en dessous, parce que c'est un travail de titan. C'est quand vous sortez 300 à 400 références par collection, que vous en avez 6 par an, vous faites le calcul. Après, c'est idem pour tous les accessoires, etc. C'est beaucoup de travail, mais c'est grisant parce que c'est comme un entraînement. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes doué. Je crois que le talent, c'est très très important, bien évidemment, mais je pense que c'est 15% de ce métier. Je pense que tout le reste est énormément de travail. Mais on communique sur le talent. Voilà. C'est un peu comme l'avis de Benjamin Franklin sur la science. Il a dit que la créativité, invention, c'est 95% perspiration et 5% inspiration. Exactement. Mais je pense qu'il faut tenir compte de ça. Des idées, on en a à foison et 1000 par jour. L'idée, c'est d'aboutir une idée et faire en sorte qu'elle devienne audible, qu'elle ait une résonance chez les autres. Sinon, c'est peine perdue. Où vous allez voir, dernière question, où vous allez voir le mode dans les prochains 5 ans? Surtout maintenant, on est devenu passer cette expérience virtuelle, il n'y a pas de défilé, on imagine que ça va revenir, mais ça crée un différent landscape, un différent parcours pour le mode. Je ne suis pas spécialement... prédictive. Enfin, je fais pas spécialement de prévisions sur l'avenir. Je suis plutôt quelqu'un qui voit à 6 mois. Et c'est beaucoup plus simple. Qui aurait pensé qu'on allait être en lockdown comme ça pendant 1 an et que ça allait avoir autant d'aspects négatifs sur le business, et pas que le nôtre, sur plein de business, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, du coup, on ne peut pas prévoir. Ce qui est intéressant dans ce Covid situation, c'est qu'on est obligé d'être flexible et adaptable. Et c'est aussi, je pense, une bonne philosophie pour l'avenir. On ne sait pas où on va. Effectivement, avant, c'était très, très simple. C'était presque mathématique. Bon, j'ai fait tel chiffre cette année. Avec ça, et ce taux de revente en boutique, je pense que je vais pouvoir faire ça. Et on pouvait calculer les progressions. Je pense que les choses vont changer, mais il va falloir être beaucoup plus souple dans le travail. Et comment vont se comporter les consommateurs et qu'est-ce qu'ils vont avoir envie d'acheter dans les 6 mois, 1 an à venir, on ne sait pas. On ne peut pas voir si loin. Je pense que ce Covid va changer un tout petit peu, pas intrinsèquement le système libéral mondial, mais je pense que ça va changer certains axes de consommation.
Et ça va avoir forcément des impacts sur le luxe, mais lequel? Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont continuer à surconsommer des sweats et des baskets comme ils ont l'habitude de le faire depuis 10 ou 15 ans? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus exclusif et identitaire dans lesquels ils se reconnaissent? Est-ce qu'ils vont acheter autant ou est-ce qu'ils vont acheter les mêmes choses mais des produits plus chers? On ne sait pas encore exactement où on va. Donc c'est un peu trop tôt pour dire ce qui va se passer. Mais je pense qu'on peut évaluer ces situations 6 mois, un semestre après semestre. C'est-à-dire que, et là je rejoins pas les bilans comptables, ça n'a rien à voir. C'est genre juste des ressentis. C'est d'ailleurs le travail que l'on fait sur les collections. On travaille 6 mois en avance par rapport à une date de défilé et de présentation de collection. C'est le travail du designer, c'est de ressentir ce dont ont envie les clientes sans qu'elles y aient vraiment encore pensé. Je pense que c'est comme ça qu'on va analyser la situation à l'avenir. Alexandre Vauthier. Oui. Merci vraiment beaucoup d'être venu parmi nous pour cette Merci podcast. à vous de m'avoir accueilli surtout. Et j'ai hâte de voir tes prochaines idées dans le mois prochain. Avec grand plaisir, je vous tiendrai évidemment au courant. Merci beaucoup.